J'en suis venu à bout de cette japonaise. Et je pense qu'elle va devoir partir. Déjà parce que vous avez dû le voir lors de l'épisode précédent, je manque de place. Et puis parce que on peut pas dire que j'en sois tombé amoureux. Peut-être que vous en revanche vous seriez amateur, donc je vous invite à regarder le reste de la vidéo pour en savoir plus sur cet exemplaire et puis pour savoir ce que j'ai fait dernièrement. Et puis je vous donnerai quand même mes impressions sur le sujet, peut-être que ça vous permettra de comprendre exactement ce qui me déplaît dans cette voiture et peut-être que vous, ça vous posera pas de problème. Allez, on y va. Si vous avez regardé l'épisode 3 qui précède celui-ci, vous savez que j'ai connu quelques déboires avec ma première peinture de l'aile arrière droite. Et bien cette fois-ci, je suis plutôt content du résultat. Voilà le lendemain de la pulvérisation. Ce n'est une nouvelle fois pas parfait, mais de mon point de vue, c'est très acceptable. Et ici, on retrouve l'aile après un polylustré qui a permis de se débarrasser de la légère peau d'orange qui était un peu trop visible à mon goût. On peut dire que cette vilaine arche arrière boursouflée est un mauvais souvenir maintenant. Dans la foulée, je me suis également occupé de la sonorité à l'échappement qui était devenue progressivement un peu trop envahissante. La faute à la descente de collecteur qui était découpée par la rouille au niveau de sa tresse. Un grand classique. Malheureusement, la pièce que j'ai achetée n'est pas d'une qualité formidable, et comme vous l'entendrez par la suite, j'ai un curieux bruit de succion à corriger dorénavant. Donc, problème partiellement solutionné pour le moment. Par ailleurs, si vous avez regardé le premier épisode consacré à la voiture maintenant, vous savez que la distribution a copieusement entamé mon capital patience. Problème de tension, problème d'alignement des galets, etc. J'en ai bavé. Avant de la laisser s'en aller pour de nouveaux horizons, il me semblait donc préférable de vérifier une dernière fois qu'elle n'avait pas de nouveau envie de m'infliger son courroux. Pour une fois, pas de mauvaise surprise, tout va bien. Bon, on va donc pouvoir parler de mon expérience avec cette Honda. Déjà, une motivation évidente à l'achat. L'esthétique de cette génération me plaît. Si précédemment la 4G avait ma faveur, j'ai fini par lui préférer la plus classique 5G qui lui a succédé. Ces optiques avant me rappellent furieusement une Vectra C, dont j'apprécie également le style, plutôt logique donc. Voilà des lignes qui vieillissent bien puisqu'elles sont très consensuelles. On sent qu'Honda a privilégié le succès du modèle en faveur du continent américain. L'arrière de la voiture est dominé par de larges feux qui tendent probablement à asseoir visuellement la voiture et à la faire paraître un peu plus imposante qu'elle ne l'est en réalité. Si ce n'est la curieuse intégration du feu anti-brouillard, encore une fois, pas de surprise ici. Si les jantes peinent à remplir les arches de roue, elles sont en 16, ce qui est plutôt le standard pour cette époque, référence à ma précédente 406 coupé V6. La teinte, quant à elle, c'est probablement ma préférée sur ce modèle, Navy Blue. Elle était réservée au continent européen si je ne dis pas de bêtises, ou du moins pas dispo aux USA. Dommage pour eux. Ouais bah dommage pour moi aussi hein. Moi je viens d'arriver, je connais pas la bagnole. C'est quoi ça? Ok, bon, pour les retardataires, si on reprend les informations de base, on parle d'une Prélude VTI de 97 motorisée par le 2 litres de VTEC développement 185 chevaux. Celle-ci dispose par ailleurs du 4WS, soit les 4 roues directrices dont je parlerai plus en détail un peu plus tard. Enfin, sur ces images, si vous regardez l'orientation des roues, vous devez avoir saisi le principe. Parlons de son intérieur maintenant, c'est quand même là qu'on passe l'essentiel de son temps avec. Eh ben, on peut dire qu'il va très bien avec le style extérieur, hyper classique, on retrouve un tableau de bord assez similaire à bord des Accords des mêmes années. De mon point de vue, c'est plutôt une qualité d'ailleurs. C'est soigné, les matériaux sont très bons et les assemblages aussi. Rappelez-vous que cette Prélude frôle les 300 000 km. L'intérieur tissu est très agréable, avec des places arrière correctes et des sièges avant qui sont placés très bas et qui le resteront puisqu'ils ne sont pas réglables en hauteur. On va dire que c'est pour légitimer son orientation sportive. Sur celle-ci, on dispose du toit ouvrant électrique optionnel, qui ne fuit pas. C'est tout ce que je lui demande. Ah, et cette horloge. Elle donne l'heure. C'est également tout ce qu'on lui demande. Dans l'ensemble, les commandes sont très soignées. Du levier de vitesse au commodo en passant par les commandes des ouvrants, on sait qu'on a affaire à un constructeur qui sait faire à parfaire les détails. Bon, la ronce de plastique ne sera pas forcément au goût de tous. Pour ma part, je n'y prête aucune attention. En revanche, on peut s'attarder sur la seule pièce qui vieillit vraiment mal, les poignées intérieures dont le chrome a tendance à faire sédition. Non mais, je reviens quand même sur la perfection des commandes. Regardez-moi ces boutons de panneaux de ventilation. J'en viens à les utiliser sans aucune raison valable.
j'ai peut-être un problème. Parlons un peu technique à présent pour comprendre ce qu'on est censé attendre de cette voiture. 185 chevaux donc et un peu plus de 1300 kg sur la balance. Ce 4 cylindres est équipé du calage variable maison qui est probablement l'un des plus célèbres dans son genre et je pense savoir pourquoi. En tout cas il n'est pas là pour gagner en souplesse. La puissance max est atteinte à 7000 tours et le couple maximum de 21 mètres/kg l'est à 5300. Alors allons faire un petit tour pour que je puisse vous en dire plus. Dès la première enclenchée, on peut être un peu déboussolé par la consistance de la commande d'embrayage. C'est très léger, mais si vous avez l'habitude des japonaises modernes, entre guillemets, ça ne devrait pas vous perturber. La direction et son assistante sont très bien calibrées. Voilà déjà un grief que je gardais contre ma 406 et qui est ici corrigé. Je rappelle que j'ai vendu l'une pour l'autre, comprenez donc pourquoi j'en viens à les comparer. La sonorité est conforme à un 4 cylindres en ligne de grande série, très banal en conduite coulée. Le brio délivré par ce moteur l'est aussi d'ailleurs tant qu'on se contente de rester dans les régimes de fonctionnement usuels. Il est silencieux et très bien équilibré, merci à l'arbre dédié à cet effet. Les trajets du quotidien ne sont absolument pas une punition, mais je me dois de faire remarquer que l'insonorisation connaît des lacunes qui vous feront entendre assez nettement le bruit de roulage et qu'on peut résumer par le bruit audible à la fermeture des portes, en témoignent ces deux extraits. Sur la route, vous remarquerez des suspensions tarées assez fermes, bien plus que la 406 coupée par exemple, et donc il est vrai moins confortable. On peut dire que ça va au bénéfice de la précision de conduite et que ça préserve les sensations de vitesse notamment. On peut également remarquer dans le même registre que la voiture prend très peu de roulis. Au global, tout ça est plutôt cohérent quand on repense à la présence de la crémaillère à l'arrière. On a besoin de mouvements de caisse très bien contenus pour ne pas perturber ni son fonctionnement ni les réactions interprétées par le conducteur. Maintenant, si on décide de dépasser les régimes que les diesels ne peuvent atteindre que dans les œuvres de fiction, tout ça prend une autre tournure. Là, on reconnaît bien une Honda telle que beaucoup la conçoivent, une mécanique qui prend des tours avec rage. Je ne m'attendais pas à ce que le fameux effet VTEC soit si prononcé. À 5500 tours, on découvre véritablement un autre moteur. C'est vraiment l'effet overboost dans toute sa splendeur. À vue de nez, je dirais qu'on se voit bénéficier de 30 chevaux de plus, et soudainement, ce 2 litres 2 ne paraît plus placide du tout. Peut-être que vous vous en rendrez compte via ces extraits de 2.0 à 100 qui tentent de faire fi du bitume détrempé. Voilà un comportement idéal si on a le couteau entre les dents. En passant le rapport supérieur proche de la zone rouge, on reste en permanence dans la zone dans laquelle le VTEC privilégie la puissance au détriment du couple. Pour ça, la boîte est très bien étagée, même si elle vous inflige en contrepartie un régime de fonctionnement élevé sur autoroute, 4000 tours à 130. Dans la plupart des situations, on prend plaisir à enrôler les virages et on remarque une réactivité d'ensemble qui rappelle beaucoup les châssis sochaliens. Avantage cependant pour la japonaise en matière de maniabilité à basse vitesse grâce aux roues arrière braquant dans le sens inverse de leurs homologues du train avant en dessous de 30 km/h. Voici justement une petite démonstration du phénomène avec Clara au volant.
Puis une autre un peu plus dynamique, on va pouvoir découvrir si le 4WS sait s'en sortir dans les situations, disons, inhabituelles. Jusqu'ici, le train arrière accompagne parfaitement la chorégraphie de la voiture et lui laisse même un peu d'amplitude en matière de glisse qui reste efficace. En revanche, durant les manœuvres impliquant du contre-braquage, mes différentes expériences montrent que le 4WS se met systématiquement en défaut. C'est également le cas si vous choisissez de prolonger volontairement une dérive du train arrière, dans un rond-point par exemple. Alors, est-ce valable uniquement pour mon exemplaire? Mystère. En tout cas, c'est le seul cas de figure qui met le système en défaut depuis le traitement que j'ai réservé au train arrière. Alors maintenant, vous me direz, c'est quoi le rapport entre l'intro où il annonce que la voiture ne l'a pas convaincu et ce compte-rendu qui, globalement, donne l'impression d'une voiture plutôt réussie? Ah c'est vrai, il est complètement con. Eh bien déjà de mon point de vue, le 4WS c'est un gadget qui se fait vite oublier. À choisir, j'aurais largement préféré une version VTI S qui offre un différentiel avant un glissement limité, qui parfait une motricité qui est parfois mise en défaut. On y gagne du poids et on se débarrasse d'une complexité somme toute superflue. Mon autre grief envers cette voiture va, j'en ai peur, mettre en run certains aficionados pro Honda qui ont parfois tendance à être un peu chauvins. Le VTEC, oui. Un système sensationnel. Pour autant, c'est un des systèmes de calage variable dont le fonctionnement me paraît le moins convaincant sur une voiture qui, dans les faits, n'est pas une sportive pure et dure. On attend de ce genre de système un gain général en agrément de conduite, qu'il se fasse relativement discret et donc efficace. Le VTEC est ici très brutal, actif à un régime très élevé et donc totalement inutile durant 99% du temps de conduite. Vous pourriez me rétorquer que ce calage hors VTEC privilégie largement le couple, sauf qu'honnêtement pour un 2,2 litres il reste assez creux. Pour amener de l'eau à mon moulin, je mentionnerai simplement le fait qu'il ne consomme pas vraiment moins que le S9 qui équipait la 406 pour un agrément général nettement inférieur. Alors cette Prélude, très bonne voiture en définitive, mais qui ne correspond pas à ce que j'attendais d'elle. Si elle corrige tous les défauts que je trouvais à la 406, elle ne reprend en revanche pas nombre de ses qualités. Dommage. Cela dit, je suis sûr que parmi vous, d'autres sauront en profiter à sa juste valeur et pour ça, je les invite à consulter la page Facebook de la chaîne qui vous permettra de connaître mon prix et de me contacter pour vous emporter acquéreur. D'expérience, faites vite ou commencez à être nombreux. Comme toujours, je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien et vous invite, comme ça m'arrive parfois, à vous abonner à la chaîne et à activer ces notifications. Sur cette série qui s'achève, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!